Bonjour à tous. Alors, je suis Alain Naoum, je suis un des parrains du festival. Je suis très heureux d'animer cette table ronde sur le 6e festival d'Audierne. C'est autour du feu, de la mer et de l'eau. C'est des thèmes qui suscitent des très grandes émotions, qui sont, on peut dire, importants pour nous tous, en tout cas pour tous les Bretons. Moi qui ne suis pas breton, c'est aussi important pour moi. Et on va parler un petit peu de toutes ces émotions que ça suscite, du plaisir du voyage, du plaisir d'être marin, des plaisirs ou des peurs face aux dangers que crée la mer, et surtout de montrer comment ça se met en film, comment ça se pratique, comment ça s'écrit en scénario, en images, en montage. Donc tout ça, les représentants qui sont ici vont en parler tout à l'heure. On va d'abord commencer par la bande-annonce du film et du festival, et puis après la petite bande démo de Fred.
Nous, on est amis, nous sommes pour la vie. D'ailleurs, Tac, 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 tac. Pas moi, eux vont frapper. allô mon amour? Oh Michel. Allez, bouge-toi, allez. Allez. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, toi? J'ai rien dit. Ah, c'est ça. Tu crois que je suis sourd ou quoi? Hein? Que je comprends pas quand on me parle? Putain. Alors joue pas avec moi. Eh, je te parle, connard. Tu vas rentrer chez toi, tu peux dormir. Allez, Ah, Michel. allez, tu rentres chez toi. Allez. Ben moi, je vais demander à tous les représentants de se présenter les uns après les autres. D'accord. Alors, moi, je suis Philippe Gigot. Je m'occupe donc du patrimoine matériel et immatériel de Jacques Tati. Je m'occupe de ces films, de faire en sorte qu'on puisse encore les voir, donc de la restauration à la distribution, à gérer tous ces problèmes de droit. Je me destinais pas du tout à faire un métier de cinéma. Et c'est un petit peu un hasard au cours d'une rencontre sportive qui m'a fait découvrir le métier de projectionniste. Et j'ai commencé par être exploitant de salle. Et on m'a confié petit à petit des responsabilités dans des salles. J'ai travaillé dans des gros réseaux, UGC, et puis la société Backfilm. J'étais distributeur à l'international j'ai vendu des films dans le monde, on va dire, près de Studio Canal. Et puis après, j'ai eu une expérience aussi de post-production. C'est ce qui m'a permis après d'avoir une vue un petit peu périphérique du métier de distribution, d'exploitation. Et je me suis intéressé après à la restauration. Et comme j'avais fait des études après de droit de propriété intellectuelle, on m'a confié cette mission de m'occuper des films de Tati. Voilà.
Moi, ça va être plus court. Je m'appelle Philippe Mars, je suis clown depuis longtemps. Et petit à petit, je suis venu à travailler avec mes amis Abel et Gordon, avec qui j'ai commencé à faire, nous, ce qu'on appelle du clown au cinéma. Donc voilà, je suis principalement clown sur scène. Et accessoirement, je fais un petit peu de film avec eux et de temps en temps avec d'autres. Voilà. Alors moi je m'appelle Marion Lefebvre, je suis réalisatrice et monteuse et j'ai réalisé le court-métrage Lucha Libre que vous pourrez voir demain matin. Bonjour, donc Lucie Ardouin, chef opératrice du son. J'habite à Plouhinec, pour info, dans le coin. Et puis du coup je viens d'animer juste avant la masterclass sur le son au cinéma. Voilà. Alors, je m'appelle Frédéric Dessin et bon, comme vous l'avez constaté, je suis comédien cascadeur. Ça fait déjà 20 ans de ça. Et je pense qu'on va finir on va commencer par moi, donc j'attends un petit peu et j'expliquerai plus après. Moi, je m'appelle Aurélien Vacher et je fais plus de théâtre que d'images audiovisuelles, etc. Mais voilà, je suis comédien et j'aime bien mon travail. je fais de la musique aussi, du violoncelle, voilà, donc j'essaye d'allier un peu les deux. Voilà, bon, je passe. Eh bien, bonjour, moi je m'appelle Pierre Marcel. Donc je suis marin, je fais du bateau et puis je fais des films aussi de temps en temps. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Merci. Séverine Vermersch, donc voilà, je suis réalisatrice et j'ai fait Dans leurs yeux qui est passé tout à l'heure à 11h. Bonjour, je m'appelle Susanna Pedro, je suis monteuse et accessoirement j'ai monté le film de Séverine. Et demain matin, pour ceux qui viennent, j'ai monté également une fiction qui passe demain matin de court-métrage. Voilà. Bon, on va passer à Fred, qui nous a passé la bande démo. Et moi, je vais te poser des questions par rapport à ton métier. Je sais que tu es cascadeur et pêcheur. Exactement. Hein, ça, c'est important. Exactement. Ça, c'est le plus important. Et qu'en plus, tu as fait un film tu as travaillé sur un film qui s'appelle Iceberg, je crois. Pas du tout. Non? Ah bon, alors je me suis trompé. Mais en tout cas, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la mer et au rapport aux cascades et comment tu travailles, comment tu pratiques? Le film, je crois que c'est Éternité. Éternité. Je l'ai pas vu parce que je suis arrivé récemment. Ah, d'accord. Voilà. C'était Éternité. Donc la première question, c'était un peu parler de ton travail de cascade et puis des rapports à la mer et comment ça se passe entre les cascades que tu fais autour de l'eau ou ailleurs d'ailleurs et quelle est la pratique de ton métier, ta passion? Alors, ma passion, je viens de l'acrobatie et des sports de combat. Donc, je me suis fait repérer dans une salle de gym parce que je fais des acrobaties qui n'étaient pas très réglementaires. Genre, à chaque fois, je faisais des saltos, je tombais par terre, j'apprenais à chuter. Et on s'est fait repérer comme ça avec plusieurs amis pour travailler dans un parc d'attractions, Euro Disney, en l'occurrence. Et au bout de 4 ans de travail à Euro Disney, il y a eu toute cette mouvance de films le Pacte des loups, les Rivières pourpres, les Yamakasi, les Banlieues 13 et le Boulet, où il y avait des cascades un peu acrobatiques qu'on ne faisait pas avant, contrairement aux films de Belmondo, où c'était des grosses bastons, des grosses chaises dans la gueule, des grosses patates, des trucs un peu plus bourrins, comme on dit. Donc là, c'était un peu plus technique. Donc on faisait partie de cette génération de sportifs. Parce qu'en fait, le nouveau sport qui arrivait, il y avait la capoeira, le breakdance. Tous ces sports-là, ils sont montés en flèche et les réalisateurs étaient friands de ce genre d'acrobatie, donc on a commencé comme ça. Et dans le film qui passe demain, j'ai vu il y a un saut d'une maison à l'autre. Voilà. Oui, si tu peux raconter comment ça s'est passé, comment tu as réglé ça et comment ça... Alors je ne suis pas régleur. Comment ça a été sécurisé aussi? Voilà, exactement. Donc, en fait, chaque réalisateur a un coordinateur de cascade. Chaque coordinateur de cascade a son équipe de cascadeurs. Donc, moi, je ne règle pas la cascade. Je fais les répétitions. On s'entraîne pour. Et le jour J, on est prêt et on y va. Et tu peux raconter alors comment s'est passée la cascade du film de demain, qu'on va voir demain? Ce soir ou ce soir? C'est ce soir. Tu vois, moi, je ne suis pas au courant, mais voilà. Je suis décalé, excusez-moi.
je devais sauter d'un immeuble à l'autre, et non seulement sauter, et aussi mimer que je tombe presque. Donc là où se trouve la difficulté dans ce saut, c'est de vraiment bien jouer la personne qui rate son saut et qui... Mais par exemple, la distance entre la maison, est-ce que c'est du studio? Est-ce que c'est du vrai? Comment ça a été calculé? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe réellement pour que les gens puissent le comprendre? Alors, il y a les répétitions avec une nacelle, avec un câble, une longe, quoi. On essaye plusieurs fois, pour voir si j'ai besoin de la longe ou pas, de me faire soulever ou pas, voir par rapport à la distance, savoir s'il faut me tirer un petit peu pour que je monte ou pas. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas trop besoin. Et après, surtout, de jouer la réaction, comme Gilles Lelouch, de tomber. Mais c'est pas, en fait, c'est pas des cascades... Il y a des répétitions, et tout est calculé. Les cascades un peu plus dangereuses, c'est par exemple par rapport à l'eau, par exemple. Tu peux nous en raconter une, par exemple? Oui, dans la bande démo, on me voit un moment sauter d'un pont et me noyer. Donc là, je dois passer 20 mètres sous l'eau de longueur, mais je ne sais pas ce qu'il y a en dessous, quoi. Enfin, il peut très bien avoir une branche ou quelque chose. Donc là, il y a les hommes grenouilles qui sont là et qui calculent le nombre de secondes que je vais rester sous l'eau. Donc si je dépasse les 10 ou 12 secondes, ils y vont et ils viennent me chercher, même s'il y a quand même des repérages, on ne sait jamais. Il y a pas mal de choses comme ça. Mais c'est pas les cascades Enfin, c'est les cascades les plus risquées. Quand on n'est pas responsable de son corps, quand on est voué à la nature. Comme le film Éternel. Oui. Il doit y avoir 4 mètres, 3-4 mètres. Ouais, mais comme ça descend un petit peu, quand tu descends, tu gagnes. Ouais. Bon, écoute, on va passer la parole alors à Philippe Marx. Je sais, alors peut-être que je me trompe encore, mais tu joues peut-être dans Iceberg? Ah non, là c'est juste là. C'est juste. Et tu joues le rôle d'un marin muet. Oui, c'est ça. Et tu peux nous expliquer comment on joue un rôle d'un marin muet, comment on est un marin muet, comment ça se met en place par rapport... Ce qui est important d'abord, c'est de fermer sa gueule. J'imagine que... Mais si tu peux parler, t'en dire plus, justement ouvrir ta gueule là maintenant. Non mais, en fait, je me suis inspiré comme ça. J'ai vu le film de Tabarly hier et je me suis dit, il faut en dire moins que lui. C'est-à-dire se taire, quoi. Non, je plaisante, mais... Non, mais je comprends que tu plaisantes, mais bon, quand tu te tais, c'est une manière de jouer aussi, quoi. Absolument. Non, mais, donc, dans la question, c'est comment on joue un marin muet? Oui. Comment tout d'un coup, tu deviens un marin avec la réalité du marin, et comment se fait ta prestation, quoi? Alors, il se trouve que moi, je fais du visuel, donc de toute façon, je ne parle pas sur scène, et c'est déjà ma façon de travailler dans la gestuelle, c'est la pantomime, quoi, ce qu'on appelle la pantomime. Et ça, je fais ça depuis une trentaine d'années, donc c'est quand même ma chose. Après, c'est sûr que c'est plus compliqué parce que, évidemment, tout passe et par les mimiques du visage, je veux dire, et par ce qu'on traduit physiquement. Après... dans ce cas-là, vous voulez une petite anecdote? Oui, absolument. Voilà. Moi, j'ai eu une inspiration tout à fait particulière qui correspondait au film d'une façon incroyable. C'est-à-dire que quand j'avais 16 ans, on allait dans un café avec des copains, dans des cafés. Et un jour, il y a un type comme ça, plus âgé que nous, de 35 ans à peu près, qui s'est mis pas trop loin de nous et il nous regardait. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il nous veut celui-là, machin. Je craignais un petit peu, et il était tellement insistant qu'à un moment, je me suis dit, il faut lui parler. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous nous voulez exactement? Et il a fait un signe comme ça, et il a pris un bout de papier, un stylo, et il a écrit, je suis sourd-muet. Bon, j'ai dit, bon, très bien.
je dis, bon, et pourquoi il se met proche de nous, etc. En fait, ce type-là, il n'était pas sourd-muet, il était muet, mais n'était pas sourd. Et en fait, je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de ça, mais il était en camping en Espagne, dans un camping qui s'appelait Los Alfaques. Et de ce camping-là est rentré un camion-citerne qui a loupé son tournant et qui a explosé dans le camping. Il y a eu je ne sais pas si c'est des centaines, mais il y a eu des morts et des morts. Moi, j'étais gamin. Et ce type était avec ses parents. Il a perdu ses parents, ses frères, sœurs, tout ça. Et il n'a plus pu parler. Et dans le film, quand ils m'ont donné ce scénario, il se trouve que j'ai perdu ma famille en tant qu'acteur dans le feu de la maison et ça m'a rendu muet. Donc je n'ai pas cherché très loin, je me suis dit, c'est le type là, c'est moi. Je me suis tu et je l'ai fait. Et est-ce qu'il y a des techniques par rapport aux pantomimes qui ont changé? Parce que bon, nous, on connaît bien tout le cinéma muet, Buster Keaton, toute cette tradition-là. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la modernité, il y a une autre manière de jouer le pantomime ou ça joue avec la tradition? Ça, c'est une bonne question. Disons que, non, moi, ce qu'il y a, c'est que tout à l'heure, on parlait, je crois que c'est Lucie qui parlait, qui est là. Je la cherchais là-bas. C'est Lucie qui parlait du fait qu'on jouait de façon outrée quand c'était le temps du muet. Mais je crois que ce qui a changé pour les gens qui font du visuel maintenant, parce qu'après il y a eu toute cette période de mime, de Marceau, et puis et avant Marceau, hein, etc. Et puis le mime lui-même, il est tombé en désuétude parce que c'est une technique. Ça tourne autour du point fixe. On a un point fixe et on bouge autour de ce point fixe. Moi, après, quand j'ai commencé à travailler gestuellement, on avait déjà d'autres techniques. On travaillait sur du mime d'objet, c'est-à-dire qu'on mettait l'objet en valeur et nous, on tournait autour, mais l'objet existait. Et puis, sur le jeu lui-même, moi, je fais quelque chose de tout à fait qui n'est pas codé. C'est ce qu'on appelle, c'est vraiment la pantomime, c'est-à-dire moi, je joue, sauf je ne peux pas parler. Mais la pantomime, elle existe au quotidien. Si vous avez la patience de vous mettre... un automne ou je sais pas quand, derrière dans une brasserie, vous vous mettez derrière la vitre, vous buvez un petit coup tranquille et vous regardez ce qui passe de la vie. C'est tout de la pantomime, on n'entend pas ce que font les gens, on les voit s'engueuler, on les voit courir, on les voit pleurer, et dans un aéroport, tout ça, c'est pareil. Et ça veut rien dire. Un jour, j'étais assis, j'étais en train de faire de la rue en Italie, à Vérone, et j'étais en train de me reposer avec mon habit de clown, ma valise, et j'étais sur des marches. Arrive un type, petit Italien, sa femme derrière lui, et puis, je sais pas, il avait l'air fâché, il disait rien. Et tout à coup, il se retourne, il lui fout une grande claque. Et puis, il me regarde, il fait... Et il part. Et je lui dis, c'est un sketch merveilleux. Enfin, pour la femme, moins. Et c'est ça, je veux dire, c'est juste ça, c'est savoir traduire sans parler. Parce que, à l'opposé de ça, je ne vais pas mobiliser la parole, mais à l'opposé de ça, il y a aussi ce problème de... Nous, notre prof, il s'appelait Jacques Lecoq, c'était l'école Lecoq. Un jour, je lui dis, mais monsieur Lecoq, on ne peut pas parler dans cette école, on ne fera pas de texte, ou comment ça se passe? Parce que moi, j'étais comédien, quoi. Et il me dit, si. Et avec des lunettes, il faisait tout le temps comme ça. Tu peux parler, je t'empêche pas de parler, ce que je veux, c'est que tu dises quelque chose. Et je me suis dit, bah, c'est vrai, et quand je vois 80% des one-man shows et de tout ce qui passe, ça dit rien. Ça parle, mais ça ne dit rien. Alors qu'on parlait de Tati ou de gens comme ça, waouh, des fois, il y a des chefs-d'œuvre, quoi, inconnus d'ailleurs. Bah bon, pour répondre à ce que tu dis, il y a eu un film de Godard où il filmait des gens et en dessous, il s'était écrit « ça parle » ou « il parle ». C'est-à-dire, il y a quelqu'un ou il n'y a personne, quoi. C'est ça, dans ce que tu dis, quoi. Ouais, c'est intéressant. Oui, parce que l'idée, c'est que quand on parle, est-ce qu'on dit vraiment quelque chose de soi, ou est-ce qu'on joue vraiment quelque chose de soi, ou est-ce qu'on reproduit n'importe quoi, quoi. C'est le problème des mots, c'est qu'on peut les enfiler comme des perles, et on peut passer une soirée et arrêter quelqu'un au bout d'une heure en lui disant « ça fait une heure que tu parles, mais je ne sais pas de quoi tu parles exactement ». On se dit des choses qui n'avancent pas. Quand on a la limite de l'expression physique, c'est hyper important de choisir ses mouvements
pour être compris. Mais souvent, le mouvement, quand il est vraiment naturel, ce qui est peut-être dur à faire, il est juste et les gens voient exactement ce qu'on fait. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à ça, moi ça m'est arrivé. En plein spectacle, il y a un chien qui a traversé le plateau. Et il était juste. Il cherchait son maître et ça se voyait. Il nous a regardé un peu comme ça, et nous, on ne savait plus quoi dire. Parce qu'on savait qu'il n'allait pas répondre de toute façon. Et puis, il est parti. Et tout le monde a dit, ce chien cherche son maître. Ben oui, mais de toute façon, dès qu'un chien passe, il est juste parce qu'il ne se voit pas jouer, quoi. Il est faux quand il se regarde jouer. Oui, mais enfin, on se regarde jouer si on veut se regarder jouer. Sinon. Bon, alors on va passer la parole à des gens. Il y a des marins qui ont parlé. Donc à Séverine. Attends, je crois qu'il y a... Oui, ah pardon, une question ? Oui, j'avais une petite question. Vous avez parlé de l'iceberg et de ce marin muet. Le langage, en fait, à proprement parler, n'était pas peut-être celui justement de la gestuelle du marin et gestuelle aussi peut-être du langage des signes à ce moment-là. Alors, il aurait fallu que je parle en signe, c'est ça que tu dis ? Non, que le langage à proprement parler n'est pas celui de parler, mais c'est le langage du marin avec les actions et tout ça, et le langage peut-être des signes que tu pouvais appuyer dans le film Iceberg. Ah oui, mais à ce moment-là, c'est un contresens, parce que le langage des signes, c'est un langage qui n'est pas verbal, mais qui est quand même complètement... Tandis que moi, je prétends pas parler, je prétends bouger et que les gens voient ce que je joue. Voilà. Ah. Les enfants, tu peux dire ? Ah, allô ? Je sais pas. Séverine, donc toi qui as fait des... Non, mais je peux tout à fait enchaîner tout de Oui. suite parce que ça me frappe ce que tu viens de raconter sur comment jouer le marin muet. Et ce qui est drôle, c'est quand j'ai fait le film sur ces marins qui avaient filmé, il y a des marins qui m'ont posé la question en me disant comment tu as fait pour faire parler des marins ? Le marin étant muet de nature. Enfin, dans le sens où il ne dit pas puisqu'il ne parle pas si facilement, etc. Et en fait, effectivement, quand je me suis attaquée à ça, c'était pas évident parce que je voulais surtout pas rentrer dans un système frontal d'interview. Je déteste ça. Enfin, ça ne m'intéresse pas tellement. C'est pas mon style de cinéma. Mais par contre, j'ai cherché un procédé pour leur faire dire des choses. Vu qu'ils me passaient leurs images, je savais que ils n'avaient pas à me transmettre des choses a priori par la parole, puisque c'était d'abord leurs images qui parlaient pour eux. Et du coup, j'ai imaginé ce processus de leur mettre leurs images sur les genoux, de leur faire revoir les images, et qu'en fait, l'émotion, la parole vienne de l'émotion de revoir et quelquefois de voir pour la première fois leurs images. Parce qu'il y en avait qui avaient des images qu'ils avaient filmées mais qui n'avaient pas tiré ou développé et regardé eux-mêmes, qui m'avaient confié comme ça. Et du coup, la parole arrivait par le fait, dans leurs yeux, c'est pour ça, mais par le fait de redécouvrir leurs propres images, de revivre ces instants qu'ils avaient filmés, et la parole revenait donc par l'émotion, et pas par je vais te raconter ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, etc. Mais ça, peut-être Pierre d'ailleurs pourra en parler mieux que moi, mais je ne crois pas que les marins aient le besoin de faire ça. Enfin, c'est pas... Oui, tu repartais en fait de leur expérience et tu leur redonnais la mémoire de leurs traces, quoi, en même temps. C'est ça, c'est en les reconfrontant à ce qu'ils avaient filmé et pourquoi ils l'avaient filmé, et quelles émotions ils avaient filmé, puisque moi c'est ça que j'ai choisi dans leur film, que leur parole est arrivée. C'est une sorte de psychanalyse. Eh ben, on va continuer pour savoir quelles ont été les difficultés en fait pour arriver à faire ça, pour construire ça. Si tu peux un tout petit peu en parler, par rapport aux gens qui n'ont pas vu le film ou ceux qui ont vu le film. Je ne suis pas trop partie d'une difficulté, mais plutôt d'un plaisir en fait. Oui, c'est-à-dire de découvrir. D'abord, je suis partie de leurs images, comme je disais, et j'ai choisi, moi évidemment, dans les 700 heures que j'ai visionnées, j'ai choisi moi ce qui me touchait.
C'est-à-dire que le moteur a tout de suite été l'émotion. Et là où je sentais qu'il se passait quelque chose. Pour ceux qui ont vu le film, par exemple, il y avait des heures et des heures filmées par le marin pêcheur. Et je perds son nom là. Les films faits en VHS, etc., sur Mick, par David Gloaguin. Et puis à un moment, j'ai vu ce garçon revenir au pullover rouge, ce très beau garçon à la barre, etc., qui était son patron. Et je voyais qu'il le filmait, qu'au milieu de l'amoncellement d'images, il y avait cet homme qui était toujours très beau dans les images et tout ça. Et je me suis dit, là, il se passe quelque chose. Là, il a filmé quelqu'un qu'il aime, ou je sais pas, il s'est passé quelque chose. Et donc, j'ai choisi plutôt toutes les images, enfin, beaucoup d'images avec cet homme au pullover rouge. Mais je ne savais pas du tout ce qui s'était passé. Et au moment où j'ai filmé l'entretien avec David regarde les images, et puis il y a ce moment où il se tait, en fait, et où il y a une émotion qui passe clairement dans son visage, etc. Et il me dit, c'est incroyable, pourquoi on filme quelqu'un comme ça Mick, c'était mon ami, c'était mon patron, et puis je l'ai filmé, on a fait les 400 coups ensemble, il déconnait, et puis il est mort. Voilà. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui fait que moi j'avais senti quelque chose, voilà, et que lui, il l'avait tant filmé, et que grâce à ces films, Mick continue à vivre, quoi. Voilà, donc ça c'est un exemple, mais ça a été très différent pour chaque marin. Après, le processus, puisque c'est ça que tu me demandais. Oui, exactement. En fait, moi, j'ai lancé un appel dans la presse en demandant à tous les marins qui avaient filmé de me confier leurs films pour que je puisse en faire un film. Ils sont arrivés, mais c'était incroyable. Je ne savais pas à quel point j'ouvrais une boîte de Pandore. Et ils sont arrivés depuis les alentours de Nantes, 95 ans, arrivant dans sa vieille Mercedes, et se déployant, sortant de sa voiture, me disant, on va se donner rendez-vous au phare, parce que ça je connais, vous habitez à Pinmar, et le phare je connais, je le vois de l'autre côté quand je passe en mer, etc. Et donc voilà, il arrive avec sa caisse de films insensé, 9 mm, 9 mm et demi. Il y avait des formats, moi, que je ne connaissais pas. Et là, j'ai trouvé des bijoux, quoi. Et voilà, à mon voisin qui me dit, j'ai vu l'article là dans le West France, là, j'ai des caisses ici, là, qui sont pourries, qui pourrissent dans mon grenier, je vais te donner ça, puis tu verras ce que t'en fais. C'est nul. C'était le truc, il me dit, c'est nul, ça vaut rien, tu verras. Et puis voilà, moi je regardais, je visionnais. Il a fallu faire une première numérisation. Je ne vais pas monopoliser la parole tout le temps, mais il y avait une première numérisation qui était une numérisation cheap, parce que vous imaginez, tous ces films, ça coûtait très cher. Donc voilà, une numérisation pas chère avec les bords de cadre, machin, etc., les bords de la fenêtre et tout, pour pouvoir au moins regarder de quoi il s'agissait. Et puis après, une fois qu'on avait fait un premier montage avec Susanna, on a fait là, par contre, une numérisation très poussée, un scan, image par image, de tous les films qu'on avait choisis. C'était aussi un budget assez colossal. Bref. J'ai demandé à Susanna, comment on construit un tel récit quand on est monteuse, comment on travaille avec une réalisatrice, comment on peut rentrer dans son univers. Je vais demander donc à Susanna comment on peut travailler comment on travaille avec une réalisatrice, comment tu as monté le film et comment se monte un récit comme ça. Déjà, ça se monte à deux. Oui, ça j'imagine. Et beaucoup en discutant, en fait. C'est-à-dire qu'en premier lieu, moi, comme je travaille, après, je pense que les méthodes se rejoignent, tout le monde ne travaille pas forcément pareil, mais en tout cas, là, le travail avec Séverine, c'est on se rencontre, elle me raconte son histoire, etc. Et on visionne ensemble environ 300 heures ensemble. Et moi, la façon dont je travaille, parce que forcément, l'idée, c'est de comprendre ce que le réalisateur veut faire, là où il veut aller. Et donc, c'est vraiment dans le fait de parler tout en regardant les images qu'on commence à déceler ce qui l'intéresse. Quel est le fond ? Moi, la grande question que j'ai en montage souvent, et beaucoup en documentaire, c'est qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que ça raconte ? Ça veut dire qu'est-ce que tu veux raconter profondément ? Et qu'est-ce que racontent les images ? C'est-à-dire où est-ce qu'on va trouver ça dans les images ? Est-ce que la manière de regarder les images entre toi et elle était la même ? Ou est-ce que vous trouviez ensemble des choses nouvelles ? Comment ça se passe quand on regarde des images de manière extérieure et quelqu'un qui a déjà regardé les images ? Est-ce qu'il y a une différence ? Je pense qu'il y a ce que veut raconter forcément la personne, puisqu'il y a un récit.
Et ensuite, il y a des sensibilités. Moi, je suis assez de la vieille école où je pense que ce que je trouve très beau dans les métiers du cinéma, c'est que c'est plusieurs corps de métiers qui se rejoignent et qui s'agrègent en fait. Donc, quand on se rencontre, il y a ce désir commun de travailler ensemble parce que je vais réussir à traduire son désir en allant chercher des choses auxquelles elle ne pense pas et à réussir à les assembler. Et après, mon travail, c'est d'aller chercher dans les images ce qui est son désir à elle et de réussir à assembler ça pour lui proposer des choses à partir desquelles on travaille. C'est-à-dire que la position d'extériorité est quand même très importante, d'être extérieur au réalisateur. Ça, tu peux peut-être en parler un tout petit peu. C'est pour moi après moi c'est la grande difficulté quand on travaille 3 mois 4 mois sur un film, c'est de réussir à toujours avoir la distance pour être un regard extérieur et à arriver toujours à proposer, essayer. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais. À ne pas s'habituer aux images, j'imagine, à toujours avoir le premier geste, la première sensation, pas la perdre. Et surtout toujours essayer, je crois. Parce que pour moi, le montage, c'est vraiment ça. C'est toujours remettre en question, toujours affiner, faire venir des gens qui vont regarder, donner leur avis et rebondir, essayer sans arrêt. Bon, on va demander à Pierre Marcel alors de parler, lui, d'un marin qui a réussi à faire un film intimiste à partir de Tabarly et faire parler Tabarly, mais que ce soit lui qui fasse le film. Alors, raconte-nous comment ça se passe, cette jonction quoi, entre toi et Tabarly, puisque quelque part, on a le sentiment qu'il t'a parlé à toi. Quoi. Moi, pour rebondir sur ce que dit juste avant Séverine et Susanna, moi, j'ai passé 1 an et demi en montage sur Tabarly avec le monteur. Et la force et la chance que j'ai eue de rencontrer le monteur qui s'appelle Stratos Gabrielidis, c'est qu'il y a des rushs que j'ai passé des mois à chercher. Et j'ai fait des greniers. Et puis après, il a fallu les restaurer. Ça a pris un temps fou, un fric fou. Et puis une fois qu'ils étaient au montage, je m'étais attaché à ces rushs, mais plus parce que j'avais été un archéologue de Tabarly que ce que ça racontait dans le film. Et mon monteur, il m'a aidé de temps en temps à me dire « Bon, ok, ce rush-là, t'as mis 6 mois à le trouver. Maintenant, est-ce que ça raconte quelque chose quoi ?» Et ça, si j'avais pas eu le monteur, il y aurait des séquences avec des plans qui, moi, me plaisaient, ou parce qu'ils avaient une histoire, ou parce que c'était du hasard, ou parce que d'un coup, je reconnaissais quelqu'un que j'avais connu, et du coup, je voulais le mettre dans le film. Mais de temps en temps, d'avoir un monteur, enfin tout le temps même, c'est hyper important parce que nous, on veut raconter quelque chose, puis on met tellement d'affect dans tout ce qu'on fait qu'il y a un moment, il faut revenir un peu cartésien, revenir à l'histoire, revenir au script, au synopsis qu'on a écrit. Et ça, le monteur, je pense, est indispensable pour ça, parce qu'on s'attache à des personnages, on s'attache à des plans, on s'attache à des histoires, des images, et puis elles ne sont pas forcément cohérentes dans le film. Donc voilà. Autre chose, Séverine a dit qu'elle avait choisi ce bonhomme rouge parce que ça avait créé en elle une émotion. Et je crois que enfin moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, le film que j'ai fait, il est avant tout fait pour me plaire à moi. Alors moi c'était mon premier film et je ne savais pas qu'il y allait y avoir un public, et je le pensais quand même pour le public, mais j'ai quand même fait ce film pour qu'il plaise au public, mais il fallait d'abord que ce soit moi le premier spectateur, et il fallait qu'il me plaise beaucoup à moi pour que je puisse après avoir envie de le montrer aux autres. Mais moi, j'ai découvert, j'ai pas vécu la dépression de l'accouchement, mais quand le film est sorti, d'abord, il n'y avait plus besoin d'aller à la salle de montage, plus tout seul, et puis je me suis retrouvé dans des salles avec du public, et là, ça a été un vide intérieur. Waouh, mon Dieu, ils vont regarder le film que j'ai fait pour moi. Et qu'est-ce qu'ils vont en penser? Et cette confrontation-là, je n'y avais pas du tout pensé, je ne m'étais pas du tout préparé à ça. Et bon, ça s'est bien passé, mais si j'avais fait ce film en me disant, je vais le faire en disant, tiens, cette séquence, elle va plaire au public de 70 ans parce qu'ils ont connu non, ça aurait certainement pas fonctionné. Donc je pense que, moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. J'ai l'impression que ton film, c'est ça aussi. C'est la retranscription d'une émotion très personnelle, et qui, à un moment donné, touche le public, mais on fait d'abord les choses avec son cœur. Voilà. Et ce film-là, qui était un portrait de Tabarly, par rapport à la femme de Tabarly, tu l'as montré à un moment donné? Est-ce qu'il y a eu des débats? Ouais, non, j'ai eu une liberté absolue. Elle a vu le film fini.
Jacqueline Tabarly, Marie Tabarly. Mais bon, ça faisait 8 ans que je naviguais sur leur bateau, que je passais du temps chez elles, donc elles avaient confiance, elles savaient que j'allais pas inventer, trahir, raconter n'importe quoi. Donc elles m'ont fait confiance, mais ça a quand même été hyper lourd en émotion, parce que perdre son mari, perdre son père, et après, 10 ans après, passer 1h30 dans une salle de cinéma avec lui qui parle et qui raconte sa vie, c'est quand même un truc qui n'arrive pas à tout le monde, c'est quand même pas banal. Donc moi, c'était pas la plus belle de mes projections, parce que j'étais très stressé et j'avais très peur, et puis ça s'est très bien passé, elles étaient très, très contentes du film, elles en ont fait la promotion après, elles m'ont soutenu, mais si ça n'avait pas marché avec elle, j'avais raté, quoi. Ouais. Mais je voudrais juste que tu précises quelque chose, peut-être que le public ne connaît pas. C'est comment tu as réussi à faire que ce soit un film dont Tabarly soit le porte-parole tout au long, et que ça soit sa voix off. Oui, alors c'est ce que... On disait que les marins ne parlent pas, mais moi ça me fait marrer quand on dit ça, parce que Séverine, elle a retrouvé 700 heures d'images de marins qui se filment. Donc pour des gens qui sont discrets, taiseux, taciturnes, en fait, ils passent leur temps à se filmer. Et Tabarly, il y a 400 heures d'images d'archives sur lui, donc le gars, il a toujours eu un cadreur à bord ou un preneur de son, et il le savait. Et les premières images d'archives de Tabarly, c'est un film de Georges Simenon, de 1964, où il a entièrement rejoué sa transat, mais joué. Ils sont partis en mer avec une caméra à bord, une caméra sur une vedette. D'ailleurs, les deux se sont rentrés dedans, ils ont dématé. Mais Tabarly fait semblant de dormir, fait semblant de se faire son chocolat le matin, va faire le point. Moi, j'ai les rushs, il leur fait 10 fois, quoi. Donc, le bourru taciturne qui veut pas parler au public et qui aime pas les journalistes, en 1964, après sa première course, il va faire un film, quoi. Ouais, et il passe un mois à tourner pour faire le Tour de France avec son film. Donc ça me fait bien marrer, moi, les marins qui parlent pas. D'ailleurs, je suis chiant à bord d'un bateau, j'arrête pas de parler. Et quand toi tu dis que tu trouves 700 heures sur des marins qui filment de manière amateur, avec la galère que c'était de filmer en 8 mm, avec les bobineaux et tout, on est loin de la GoPro et des techniques de maintenant. Bon voilà, on n'est pas si discret que ça, quoi. Je pense, les marins, en tout cas les gens que je connais, alors certes, à la barre, il y a un faciès, il y a une attitude, mais dès qu'il y a un cendrier et 2-3 bières, ça cause, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, bah écoute, c'est très bien. On va passer la parole alors à Marion Lefebvre, parce que tu as fait un film aussi sur la difficulté de la parole, de quelqu'un à qui tu étais fâché, c'est ça qui est... Alors moi non, mais mon personnage oui. Oui, c'est ça. Mais c'est oui, ça. Oui, c'est ça, sur la libération. Donc si tu peux parler de ça, comment on fait un film sur la difficulté de la parole, la difficulté de la rencontre et le masque, puisque je crois qu'il porte un masque à un moment donné. Oui, c'est une femme qui est coincée dans un masque de catch mexicain, alors qu'elle doit retrouver son père qu'elle n'a pas vu depuis 20 ans. Et pour un peu régler ses comptes et justement libérer cette parole, alors je me suis jamais posé la question justement de comment libérer cette parole, mais c'est vrai que tout ce que j'ai pu faire comme film jusqu'à maintenant tournait autour surtout du devoir familial et de ce qu'on dit, de ce qu'on doit à ses parents. Le message est d'ailleurs pas toujours positif. Comment ça se filme, comment ça se montre au public, comment ça se partage? C'est sur ça, comment tu as travaillé pour pouvoir justement faire passer ces sentiments-là? Est-ce que tu peux les expliquer un petit peu? Oui, je pense que dans mon film, ça passe surtout par la situation assez absurde, en fait, avec le masque et avec ce que ça représente, en fait, de vouloir être très sérieux, que mon personnage veuille être très sérieuse face à son père, alors qu'elle est complètement ridicule avec ce masque rose sur la tête, quoi. Donc je pense que c'est passé surtout par le décalage de la situation. Comment toi tu as mis ça en scène? Comment tu as réussi à le mettre en scène? Comment tu as travaillé, quoi, si je peux être simple? Moi j'aime beaucoup les dialogues, donc ça s'est beaucoup passé par les dialogues dans la situation. Après j'ai beaucoup travaillé avec les comédiennes, j'avais écrit le film pour ces comédiennes. Donc c'était beaucoup de travail de préparation en amont avec elles, mais aussi avec mon équipe technique, que ce soit avec mon chef opérateur ou mon ingénieur du son.
Donc c'était beaucoup de préparation pour qu'après ça se passe au mieux sur le tournage, vu qu'on n'avait pas beaucoup de jours de tournage. Est-ce que le sentiment qui était caché, parce qu'il y avait une sorte de difficulté pour trouver... Est-ce que tu reconstruis quelque chose avec le film, une relation, ou la relation se retrouve ou elle ne se trouve pas? Non, elle ne se retrouve pas. Elle ne se retrouve pas? Non. Et pourquoi? Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui l'empêche de se retrouver? Pour le personnage? Oui, pour le personnage. Je ne veux pas dévoiler le film. Sans dévoiler le film, mais si jamais... Non, pour moi, ce qui était le plus important, c'était le cheminement, en fait. Tout le parcours de cette femme qui se met la rate au courbouillon, en fait, pour un truc pas forcément aussi important que ce qu'elle pense. Donc c'était plus son cheminement qui m'importait que la résolution en elle-même. D'accord. Ben alors, je vais passer la parole à Aurélien, parce qu'il a eu aussi dans une histoire assez compliquée, avec une actrice qui est mise à l'écart, donc il faut retrouver la situation, une relation. Est-ce que tu peux parler de ça? On va prendre le micro. Comment c'est pour un acteur qui doit travailler avec quelqu'un qu'on a mis à l'écart et rentrer en relation avec elle et trouver la violence des sentiments Alors, déjà, moi, je n'aimais pas du tout la comédienne et j'aimais pas du tout le... Non, Non, en fait, c'est vrai que c'est assez difficile. Enfin, moi, voilà, après, je ne sais pas si le film est bien et je ne sais pas comment je suis dedans, mais en tout cas, dans ma manière de travailler, pour ce film-là, en fait, les dialogues étaient écrits au départ. Ouais. Donc, on a eu le scénario pour une première lecture avec le réalisateur et les autres comédiens. Et ensuite, il nous a retiré le scénario et il l'a un peu changé. Et il ne voulait pas qu'on apprenne le texte avant de tourner. Donc, il y a beaucoup de phases d'improvisation par rapport à un scénario qui est découpé et avec des idées très précises que lui avait de ce qu'il voulait avoir, quoi. D'après ce que j'ai compris, il y avait une actrice qui était hors jeu, qui a été mise dans le jeu, c'est ça? Qui était à l'écart, Est-ce que tu peux raconter ça? Par rapport à de la manière dont elle a été traitée sur le tournage, c'est ça? Ouais, alors c'était un petit peu cruel. En fait, on était tous comédiens sur le film, sauf cette jeune fille qui, elle, avait jamais tourné, avait jamais fait de théâtre, etc. Et qui a été prise surtout pour un peu ce qu'elle dégageait au naturel, quoi. Et en fait, ce qui a été, donc c'était assez difficile parce qu'on a fait beaucoup de scènes donc elle a un personnage qui s'appelle Maglone, qui n'a pas un prénom facile. Et qui en fait est une ancienne meilleure amie de la personne chez qui on va tous passer nos vacances. Donc ça se passe dans une grande maison de vacances et on va tous chez Juliette pour faire la fête à la campagne. Et cette fille-là est en fait la meilleure amie de Juliette de quand elle était petite, mais personne de notre groupe d'amis ne la connaît. Et donc Juliette est le seul lien en fait entre ce personnage de Maglone et les autres. Et donc, en fait, au fur et à mesure, c'est un film qui traite de son exclusion et du fait que Juliette a changé et qu'en fait, cette amie-là n'est plus vraiment une amie. Et donc, en fait, elle subit comme ça, elle souffre aux douleurs de la bande. Et ce qui s'est passé, qui était assez difficile, c'est qu'il y a beaucoup de scènes d'alcool. Et en fait, donc, évidemment, nous, on ne buvait pas pour de vrai sur le tournage. Mais en fait, le réalisateur la mettait à l'écart. Nous, on avait beaucoup d'interdictions en tant que comédien. Il voulait vraiment qu'on se couche tôt. On n'avait pas le droit de boire du tout sur le tournage. Il y avait pas mal de choses comme ça. Et au contraire, discrètement, mais pas tant que ça, il lui ouvrait les portes de nos interdits à nous. Donc, c'est-à-dire qu'il la faisait boire avant les prises, mais un petit peu en la cachant parce qu'il avait peur qu'elle ne sache pas jouer. Le fait d'être alcoolisé, etc. Et en fait, au fur et à mesure, ça crée une sorte de jalousie du groupe, comme si on lui accordait des petits privilèges. Et en fait, ça a vraiment créé une sorte d'exclusion de la comédienne par rapport à la bande. Alors moi, je l'aime bien, hein, je m'entends bien avec elle, mais c'est vrai que ça a dû être assez dur pour elle de se sentir comme ça, exclue au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous aviez à jouer, donc, exactement? C'est-à-dire... le film que tu racontes. En fait, donc on est tous dans une grande maison et c'est un film sur les relations au sein d'une bande. Et moi, j'ai un personnage assez méchant. Enfin voilà, je suis le méchant et je ne vais pas dévoiler tout le film, mais je suis une sorte de pervers un peu assez alcoolisé. Enfin bon,
voilà. Non, mais ce qui était intéressant, du coup, je vais pas parler non plus trois plombes parce que je vais peut-être laisser les autres parler un peu. Bon, ben alors on va passer. Je raconterai demain. Après le film. D'accord. On va passer la parole à Lucie Ardouin, opératrice son, pour qu'elle nous raconte comment on travaille le son, comment on travaille par rapport à la mer, par rapport à l'eau, par rapport aux événements, comment on capte le son naturel, comment ça se passe quand on fait un film. Ok, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, du coup, pendant la masterclass, mais pour parler des éléments, là, le thème, c'est l'eau, le feu. Alors, l'eau, on ne peut pas le dissocier du vent, surtout en Bretagne. Hein. En gros, ce qui est compliqué quand on tourne en mer ou quand on a besoin de collecter de la matière sonore avec des clapotis d'eau, ressac de la mer, etc., je vous ai dit tout à l'heure pendant la masterclass, on a besoin d'isoler les sons pour pouvoir les retravailler en post-production. Donc que ce soit par exemple des dialogues, si on commence à capter des dialogues, je reprends mon exemple de plage de tout à l'heure, deux personnes qui parlent au bord de l'eau, on découpe la scène, hein, vous savez qu'on va découper en plusieurs plans, et donc on va avoir des problèmes de raccord, c'est-à-dire que le ressac, qui est censé être plus ou moins régulier, au montage, il ne va pas être régulier. Donc on va on va collecter de la matière seule, donc du ressac en son seul, en ambiance avec plusieurs micros. Un silence aussi, un silence raccord entre guillemets. Donc là, c'est pas un vrai silence puisqu'il y a le ressac, il y a les mouettes, etc. Mais on va prendre du son sans dialogue pour pouvoir le rajouter par-dessus les prises, essayer d'uniformiser en fait toute la matière collectée et avoir quelque chose de cohérent, quoi. Voilà, donc après, techniquement, juste, y a des micros différents, il y a des micros plus ou moins directifs, plus ou moins omnidirectionnels, donc qui vont prendre de façon large le son et qui vont colorer le son de manière différente aussi. Et donc, en gros, le travail de technicien, en tout cas, c'est de choisir le micro approprié à la situation. Et après, le travail de créateur sonore, c'est de choisir le bon ressac, le bon clapotis, en faisant écouter au réalisateur, en lui demandant si ça lui convient en termes d'intention. On a vu tout à l'heure que le son raconte des choses. Et donc peut-être d'aller collecter de la matière sur d'autres lieux en fait, que le lieu de tournage sur lequel on a capté les dialogues. Voilà. Et puis donc oui, la problématique souvent c'est qu'on veut isoler les sons, sauf que dans les prises de son de clapotis de rivière ou de mer ou quoi, on va aussi avoir du vent. Pareil pour les dialogues en mer, c'est assez compliqué de tourner sur un bateau parce que il n'y a pas beaucoup de recul pour l'image, pour le cadreur, et que l'ingé son, le but c'est de ne pas le voir. Donc l'ingé son, il se met où il peut. Alors pour la petite anecdote, moi en bateau, du coup, j'ai pas trop le mal de mer normalement. Sauf qu'on sait bien que quand on part en bateau, il faut éviter de descendre dans la cabine, enfin en soute, voilà, c'est ça qui peut donner le mal de mer. Et donc effectivement, je me suis planqué du coup pour pouvoir percher dans la soute. Et je commençais à avoir des sérieuses nausées qui montaient, quoi. Et voilà, et la magie, on va dire, de la concentration quand on travaille. Je suis musicienne aussi à côté, pour revenir le parallèle avec l'alcool, mais bon, voilà, rien. Bref, ça m'arrive de boire avant de monter sur scène, et c'est marrant, quand on monte sur scène et qu'on joue, tout d'un coup, on n'est plus du tout sous. Par contre, au bout d'une heure, on redescend de scène, on est ressous. En fait, ça remonte. Je sais pas. Mais c'est vrai, c'est. Non, mais c'est pratique. Tu veux décuiter vite fait, tu joues un peu de clavier, c'est bon. Non, mais... Voilà, donc juste tout ça pour dire que la concentration fait que je pense que quand on a arrêté de tourner sur ce bateau, j'ai dû aller vomir, je sais plus. Mais par contre, pendant les prises de son, je sentais que j'étais pas bien, mais concentré sur le son, sur les dialogues, etc. Ça passe. Voilà. Donc en gros, c'est complexe de capter du son. Enfin, comment dire, l'image, on peut choisir ce qu'on va montrer. Si je veux filmer les vagues, et voilà, on choisit ce qu'on. On peut mettre de côté tout ce qu'il y a hors cadre. Je sais pas, même des gens sur la plage. Si on veut avoir juste une personne, on choisit. Par contre, moi, au son, je peux pas isoler une personne sur la plage. Parce que s'il y a un avion qui passe, tu veux pas l'enlever. Alors oui, il y a tous les parasites sonores autour qu'on peut pas maîtriser. Souvent, c'est aussi le gars qui tombe sa pelouse, en fait, juste au moment où on tourne, en fait. Ça, c'est...
Puis dès qu'on coupe, il tombe plus en fait. Il tombe plus, puis on va le voir, et puis on enlève la tondeuse, et puis on. Ah ben on peut pas l'enlever la tondeuse. Hein, non, mais souvent, voilà, c'est après les équipes de tournage, la régie qui va essayer de trouver le mec qui tonde sa pelouse, qui peut être à 3 km en fait. Hein, en fonction des vents, il peut être loin, et lui dire d'arrêter si possible. Alors ça, c'est en fiction, en documentaire, on compose avec ce qui se passe à un moment donné. S'il y a une tondeuse, il y a une tondeuse, quoi, parce que voilà, on va pas refaire. On peut pas modifier le moment présent, quoi. Voilà. Et puis juste pour le vent, même si c'est pas forcément le thème, mais c'est lié quand même à l'eau, le vent. Capter du vent, c'est pas tendre un micro vers une grosse rafale de vent, ça marche pas en fait. Le vent, il faut le capter dans des cavités, dans des mâts de bateau par exemple. Enfin, le vent fait vibrer des éléments. C'est comme ça qu'on le capte en fait. Sifflement dans l'entrebâillement d'une fenêtre. Voilà, le vent, ça s'enregistre de cette manière-là en fait. Il fait siffler un élément, il fait résonner un élément, et on enregistre cette résonance. Très bien. On va passer la parole à Philippe. Il y a une question, je crois. Ah, pardon. Allô ? Oui. Excusez-moi, moi je voulais une question par rapport au feu. Ça m'intéressait quand même d'avoir un peu plus de précision sur comment justement on capte le feu. Est-ce que c'est du vrai feu, du faux feu ? Est-ce que le feu est recréé ou c'est des faux bruits de feu, quoi ? Tout à l'heure, j'ai fait un petit atelier bruitage rapidement où on a recréé une pluie là, dans la salle de cinéma à l'aide de sacs plastiques et de claquements de doigts et de tapotements. Voilà. Pour le feu, pareil en bruitage en fait. Alors moi je suis pas bruiteuse donc je sais pas exactement, c'est les astuces de bruiteur, mais il y a des outils aussi pour le faire, comme l'orage, c'est des grandes plaques en métal. Les crépitements, c'est toujours le sac plastique, la guirlande de Noël aussi, ça marche bien. Voilà, ça marche bien les sacs plastiques pour faire plein de trucs. Mais en tournage, moi je suis plutôt quand même preneuse de son direct. Donc le feu, un feu de cheminée par exemple, je l'enregistre, mais après en fait c'est le choix du micro, encore une fois, c'est la position des micros. Généralement on fait plusieurs prises de la proximité pour avoir vraiment des crépitements très forts, le souffle de la flamme, et puis après je vais le prendre plus en retrait dans la pièce, et du coup créer toute une panel comme ça de prise de son avec un ou plusieurs micros pour que le monteur puisse créer sa partition sonore à partir de la matière que je lui fournis en fait, quoi. Mais le feu, ouais, il y a des moyens de le faire en bruitage, mais après des éléments comme ça, c'est assez simple à enregistrer en fait. Oh non, les micros, ça encaisse bien la chaleur, ça encaisse bien le froid aussi. Parce que le matériel n'aime pas, c'est les variations de température brutales, en fait. Mais voilà, même, par exemple, prendre le son des voitures, en fait, on met des micros dans le moteur, au niveau des roues, on met des micros un peu partout, quoi, parce que il y a vachement de sons différents sur une bagnole, et puis pareil, on va tout isoler, encore une fois, on prend à plein d'endroits, on isole tous les sons et on donne ça au monteur pour qu'il puisse choisir après en post-prod ce qu'il veut en fonction de l'image, en fait, en fonction des valeurs de plan de caméra. Disons que ça, ce serait du son seul, et puis il y a le son en direct qui serait... Ouais, prenons un exemple d'un dialogue où il y aurait du feu. Ouais, ok, ouais, très bien. Hein, ouais. Si tu peux expliquer ça, parce qu'évidemment, si on ne veut pas que le feu soit trop fort pour ne pas masquer, ouais. Et après qu'on veut renforcer le feu autrement, voilà, hein, on fait avec 2 micros, donc peut-être tu peux expliquer ça. C'est ça, les sons seuls qu'on fait, tu as parlé de renfort, le mot est juste, c'est des sons qu'on prend pour faire du renforçant, pour pouvoir ensuite doser par-dessus, en dessous des dialogues. Dans la mesure du possible, quand on bosse en son, on essaie vraiment de limiter au maximum les sons derrière les dialogues. Donc si possible, si le feu de cheminée il n'est pas dans le champ sur certaines prises de vue de dialogue, eh ben, on ne va pas l'allumer le feu. À la limite, les électros vont créer le scintillement de la flamme de façon artificielle. On va opter pour cette option-là plutôt que d'avoir le son de cheminée qui va être compliqué en fait. Enfin, ça va encore ces problèmes de raccord au montage, quoi. D'avoir ce son en permanence, et puis surtout la perche elle va bouger, donc le rapport son direct de la voix et puis
son de cheminée derrière, il va changer en permanence. Et ça va être compliqué à raccorder au montage. Donc voilà, il faut penser à ça, effectivement. Donc si on peut, on n'allume pas le feu au moment des dialogues. Après, s'il est dans le champ, il est dans le champ. Et on fait des compromis, c'est clair, quoi. Puis on compose avec, et voilà. Mais comme tout ce qui est playback aussi, oui, c'est pour ça qu'on fait des sons seuls pour pouvoir unifier les sons au fur et à oui, mesure. Oui. Voilà, on fait un son seul, on fait aussi un silence raccord, c'est le silence comment dire, le silence de la pièce qui a une acoustique. Donc normalement, ce silence raccord, on le fait avec les comédiens présents, la caméra allumée, si elle a un son significatif dans ce silence. Et ce silence vient boucher les blancs numériques au montage. Donc, c'est-à-dire qu'on va découper les dialogues au montage, on va prendre la prise 2 un moment, la prise 3 un autre, etc. Donc, du coup, ça va créer des trous, des blancs, en fait, vraiment de l'absence de son. Ça, on va venir colmater par les silences raccords. Et puis ensuite, on va rajouter une ambiance générale de la pièce, ou pas, ça peut être une autre pièce, et d'autres ambiances qu'on va aller piocher ailleurs, qu'on enregistrait à d'autres endroits pour raconter ce qui se passe dans leur champ, etc. quoi. Mais juste petite parenthèse par rapport au playback, c'est en lien avec justement le feu de cheminée ou autre, quand on a des comédiens qui chantent dans une voiture ou enfin, n'importe où dans une séquence. Alors, des fois, peut-être il y en a qui ne voient pas de playback, du coup, ça donne un comédien qui chante complètement faux, parce que voilà, il n'a pas la tonalité du morceau, il n'est pas en rythme, etc. Sinon, on essaie normalement d'envoyer un playback, mais plutôt dans une oreillette. On ne diffuse pas le son dans l'autoradio. Pour les mêmes raisons, encore, je viens de vous expliquer, les histoires de raccords et le fait d'avoir besoin d'isoler la voix de la musique, pour pouvoir aussi au montage passer par exemple de la musique in, donc qui sort de l'autoradio, à de la musique comment dire, de fausse, ce qui est le vrai son des musiciens, qui va être le vrai son enregistré, quoi, le joli son. Juste une petite question pour le public. Au niveau de la post-prod sur une fiction par exemple, ça peut vous amener à combien de pistes son ? Alors, du coup, moi, je suis aussi monteuse son. J'en fais pas beaucoup, mais j'en fais de temps en temps. C'est pas rare d'avoir une soixantaine, une centaine de pistes son. Alors, c'est pas que des sons différents, c'est juste pour l'ergonomie de la timeline, donc la ligne de montage, pour travailler correctement. En fait, ce qu'on va faire déjà, c'est mettre on récupère l'export direct du monteur image, donc qui va nous donner des intentions déjà de montage son, etc. Et toutes les pistes du montage image. Et on va réorganiser cette timeline avec, par exemple, une piste perche, une deuxième piste perche pour pouvoir faire du montage en quinconce. Après, on va avoir des cravates, éventuellement, s'il y en a. Après, je vais avoir des sons seuls. Après, je vais avoir des bruitages. Après, je vais avoir des effets. Après, je vais avoir des ambiances. Après, je vais avoir de la musique. Et voilà. Et donc, ça monte vite, tout simplement, parce qu'on a besoin de place pour s'y retrouver. Et parce que si je mets des fois un effet sur une piste, pour pas impacter un autre bloc de son, je vais mettre ce bloc de son en dessous, quoi. Mais on essaie, en fait, on n'a pas tant de pistes que ça à la prise de son. Ça va des fois 2-3 pistes à une dizaine de pistes en prise de son direct. Mais au montage, il y en a beaucoup plus parce qu'on duplique, parce qu'on ramène les sons seuls, etc., quoi. Et voilà, ouais. Pardon, j'avais juste une question, je voulais savoir. Donc par rapport à l'anecdote de la tondeuse à gazon, là, etc., si jamais il y a un avion ou une tondeuse à gazon qui fait du bruit, est-ce que si on prend juste le son de la tondeuse ou juste le son de l'avion, c'est possible de l'enlever ensuite au montage par rapport aux images qu'on a déjà Oui, alors il y a cette solution-là, plus pour quand on a un son parasite de ventile, par exemple. Donc ce qu'on appelle des bruits blancs, donc des sons, pas un son pur, une fréquence, voilà, 1 000 Hz. C'est des sons, les bruits blancs, les vidéos proches, tout ça, c'est une large bande. Et du coup, on peut, à un moment donné, l'enregistrer tout seul. Et en gros, petite opération technique en post-prod, on va rajouter ce son-là sur une piste tout le long et le mettre hors phase. Bon, en gros, j'ai ma sinusoïde qui fait ça, c'est le son qui se propage dans l'air. Si je mets une autre sinusoïde qui est complètement à l'envers par rapport à l'autre, le signal va se superposer et s'annuler. Enfin, c'est pour faire simple, c'est pas exactement comme ça, mais en gros, on va le diminuer un petit peu.
on peut aussi aller chercher les fréquences de ce son-là et les diminuer. Mais bon, c'est pas miraculeux parce qu'en gros, pour que ça marche, il faut que le micro soit exactement à la même position qu'on a perché les dialogues, alors que la perche, en fait, elle bouge. Donc ce bruit de fond, il bouge en permanence, que la perche n'est jamais au même endroit. À la même distance, par rapport à la vitesse de propagation de son qui est beaucoup plus lente que l'image. Il y a trop de facteurs, quoi. Il y a trop de facteurs. Et du coup, tondeuse, etc., là pour le coup, c'est très compliqué. Par contre, ce qu'on fait, c'est quand on tourne, on fait des répètes, après on dit ok, tout le monde se met en place, on va la tourner, et là l'assistant réal demande le silence plateau. Alors quand je dis à quoi sert le silence plateau, les gens souvent répondent pour que les gens se taisent parce qu'on va commencer le film. Bon, on va commencer à tourner. Bon, les mecs c'est un peu des pros quand même, donc ils sont pas en train de faire ah ouais, t'as fait quoi toi hier et tout. Non, en fait ils se taisent. Non, on demande un silence plateau, on regarde l'ingé son parce que c'est quasiment le premier moment dans la journée où il va avoir un vrai silence, où il va pouvoir écouter la qualité du silence, vérifier qu'il n'y a pas de parasites sonores, de buzz, de parasites dans les câbles. Bon, ça a priori il l'a vérifié avant, il n'attend pas ce moment-là pour le faire. Mais ça évite de commencer à déclencher les moteurs, donc les enregistrements, que ce soit la caméra et le son, sur un accident sonore. Sur un accident sonore, c'est-à-dire une mobilette qui arrive au loin, un avion, etc. On préfère attendre que l'avion passe plutôt que de commencer à enregistrer sur l'avion, parce que de toute façon, ça va être chiant. Parce que le réel ne veut pas forcément d'avion dans le hors-champ. Par contre, si l'avion, la mobilette, arrive pendant la prise... là, généralement, pareil, l'assistant réal, cadreur, ils savent très bien, ils entendent cet avion, cette mobilette, ils regardent l'ingé son, et c'est pas du coup le réal qui dit couper, c'est l'ingé son. C'est-à-dire que l'ingé son va attendre l'extinction du son de cette mobilette, il entend dans le casque, ok, la mobilette, là, elle est partie, là, on peut couper. Donc on garde du blanc avec l'extinction du son, parce que ça nous permettra au montage, quand on va monter les dialogues, de laisser courir cette mobilette-là, au lieu que tout d'un coup, elle s'arrête brutalement, ce qui n'est pas réaliste, et on ne va pas faire un fondu non plus, c'est-à-dire diminuer le son progressivement, ça ne marche pas, ça ne fait pas disparaître la mobilette, ça fait une mobilette qui... On baisse le son, ça s'entend carrément. Donc on va la laisser courir. Voilà. Si on n'a pas le choix, on va procéder comme ça. Bon, on va passer maintenant à Philippe Gigot, qui est distributeur et qui a une passion pour les films de Tati, dont le son est très important chez Tati aussi, d'une manière différente, hein. Alors, je ne sais pas s'il va nous parler du son d'abord et après de son métier, mais voilà, c'est un peu expliquer tout ça. Oui, je suis un petit peu pièce rapportée ici, parce que moi, je ne crée pas. Ici, il n'y a que des comédiens qui jouent, des gens qui, mais vous faites un métier. Qui créent des scénarios, qui écrivent, qui réalisent. Moi, je m'occupe d'un artiste qui a disparu en 82, j'avais 10 ans. Voilà, c'est un peu particulier par rapport à vous tous. Mais vous distribuez ses films. Je distribue, je participe à la diffusion de son œuvre. Mais donc c'est un métier. J'interviens pas dessus d'ailleurs. Non, mais c'est un métier comme un autre du cinéma. Ça fait partie de la suite logique des films, puisque si un film n'est pas distribué, il n'existe pas non plus. Sûrement. Donc c'est pas une pièce rapportée, c'est un travail. Et vous faites un métier tout à fait honorable et nécessaire. Je ne sais pas s'il faut parler du son de Tati. Non, je pensais que comme vous en occupiez des films de Tati, peut-être que vous aviez quelque chose à dire sur le son, je ne sais pas. Je peux dire que ça représente beaucoup de bandes magnétiques, parce que Tati accordait évidemment beaucoup d'importance au son dans ses films. Lucie a parlé du placement du son pour... illustrer un propos, pour capter l'attention du spectateur sur une chose plutôt qu'une autre, et quelquefois créer des décalages. Je trouvais que l'exemple effectivement des chaussures de fillette pour un monsieur qui pèse 100 kilos, pour faire comprendre qu'il a une certaine délicatesse, je trouve que c'est un bon exemple. Et Tati a enregistré des kilomètres et des kilomètres de bande-son. Il a passé des journées en studio, en auditorium, à casser des verres pour avoir le son parfait du verre cassé, qu'il a peut-être parfois pas monté. Il a enregistré des kilomètres de bande de son de voiture. Et en fait, c'est super ça, mais c'est plus facile maintenant avec le numérique, puisqu'on peut les stocker sur un disque dur. J'imagine que tu fais quelque chose comme ça. Nous, on se retrouve avec des magnétiques et des choses qui sont lourdes à
à manipuler, pas à travers leur poids seulement, mais il faut les scanner. Puis finalement, c'est des choses qui ne sont pas forcément dans les films. Et se pose le problème de savoir si on va réussir à les conserver, parce que ça coûte de l'argent évidemment. Est-ce qu'on va pouvoir reporter cette échéance de la disparition de la piste magnétique qui un jour va se perdre? Puisque en fait, il y a quelque chose qu'on oublie un petit peu peut-être quand on fait du cinéma, c'est que c'est quelque chose de très volatile, le cinéma. On garde un film, une pellicule. Et puis c'est pas un peu comme les photos, les albums photos où les photos jaunissent, où la couleur disparaît. Et sur les pellicules, sur l'image et pour le son, ben, c'est ce qui se passe. Et donc si on fait pas un travail de restauration et de conservation, ben, les films disparaissent. Et puis il existe déjà des cas de films qui disparaissent. Alors le numérique, c'est pas beaucoup mieux. Parce que les disques durs, enfin tout le monde sait ça, un disque dur, ça casse. Et quand il y a des données dessus, ben, quelquefois elles disparaissent définitivement. Et il existe aujourd'hui des films des années 90, 2000, qui ont été tournés entièrement en numérique. Et les backups n'ont pas été faits très sérieusement. Il n'y a peut-être pas de process établi comme aujourd'hui. Et ben, il y a des films dont les sources initiales ont complètement disparu. Voilà, donc c'est peut-être une chose qu'on a en commun. Et maintenant, quand on restaure un film, on fait un report photochimique, c'est ça qui est rigolo. C'est qu'on revient à l'ancienne méthode. Tout ce qui est en numérique, on va le coucher sur une pellicule, puisque en fait, la pellicule, c'est ce qui vieillit le mieux. C'est dans des bonnes conditions de température, d'hygrométrie, et c'est un support très pérenne. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier de distributeur? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est, à quoi ça consiste? Expliquer un petit peu au public voilà, ce travail-là. C'est un petit peu difficile. J'ai fait un peu une présentation de mon parcours peut-être un peu prétentieuse, mais ça explique je fais jamais la même chose tous les jours. Alors c'est une chance, mais quelquefois c'est difficile de se concentrer sur une seule des missions qu'on me confie. Donc je peux à la fois m'occuper du matériel, véritablement de Tati. Alors c'est son matériel photochimique ou magnétique, enfin pour les films, m'assurer qu'ils ne sont pas en train de s'oxyder complètement et disparaître, faire en sorte de les déposer dans des institutions qui voudront bien les accepter, qui auront les bonnes conditions pour les conserver, mieux que celle qu'offre la cave de Tati aujourd'hui, puisqu'on a toujours la même cave de Tati sous un immeuble de la Garenne-Colombe, que Tati a commencé à louer dans les années 60. On continue à payer le loyer. Et ici sont entreposés beaucoup de matériaux des films. Et bien sûr, le matériel le plus important est déposé aux archives françaises du film, qui dépendent donc du Centre national du cinéma, une sorte de grand bunker de fort napoléonien où on abrite le patrimoine français. Mais la place est limitée, donc tout ce qui est chute, tout ce qui est double, tout ce qui est enregistrement par exemple des ambiances, enregistrement des effets, enregistrement des voix étrangères, tout ça, les archives n'en veulent pas. Alors je travaille au corps pour essayer de faire en sorte qu'ils les acceptent, puisque ça me paraît un patrimoine important. Donc, et c'est un vrai souci quand il faut bouger du matériel, par exemple, parce que là, la cave va peut-être être préemptée par la mairie, parce que le bâtiment va peut-être devenir un hôpital. Donc c'est une vraie problématique de logistique. Je ne sais pas du tout comment on va gérer ça. Et mon travail aussi consiste à faire en sorte que le droit d'auteur soit respecté, notamment sur tout ce qui est utilisation dans de reproductions diverses. Alors, je suis confronté à des utilisations de l'image de Tati pour des choses très commerciales. Là, généralement, on se fâche un petit peu parce qu'on n'a pas trop envie de voir le visage de Tati ou son nom sur un paquet de nouilles ou assurer la promotion d'un produit pour lequel Tati n'aurait jamais prêté son nom. Je fais aussi un travail un petit peu de recherche, puisqu'on a aussi des archives de documents, puis on a des archives d'objets, on
on a les imperméables de Tati, on a ses chaussettes. Alors, petite anecdote, les chaussettes, c'était super important d'avoir les chaussettes de Tati pour l'étalonnage de la restauration du film. Et je me rappelle, en salle d'étalonnage de Playtime, on s'est posé des questions, parce que là, on se documente sur le type d'éclairage, de lumière qui était sur le plateau, pour vérifier qu'on n'est pas dans le faux, parce qu'on ne va pas réinterpréter la colorimétrie. On essaie de se rapprocher de la colorimétrie d'époque, de la projection de l'époque. Et les moyens de diffusion, aujourd'hui, ils sont pas du tout raccords à ceux des années 50 ou 60. On m'a parlé du son, justement, qui était mixé pour les salles à l'époque où il y avait très peu d'aigus. C'est pour ça que le son des années 40-50, aujourd'hui, on le trouve très, très criard, parce qu'il y a beaucoup d'aigus. Et donc, sans transformer l'œuvre, on essaye de faire en sorte qu'il soit encore diffusable. Et tu sais ça mieux que personne. Aujourd'hui, un film qui ne correspond pas aux standards de diffusion, il disparaît et ils sont dans l'oubli, malheureusement. Donc, sur cette séance d'étalonnage, on se posait la question de la lumière d'un intérieur de Playtime quand il y a la scène de restaurant. Et Tati a la chance d'avoir des pantalons un petit peu courts. On voit bien la couleur de ses chaussettes. Donc, je suis venu en salle d'étalot avec les chaussettes. On a gardé aux bonnes températures de lumière la différence. On a pu apprécier. Et on a vérifié qu'on était bien dans les bonnes colorimétries. Voilà, bon, ça peut toujours servir. Et puis on garde beaucoup de documents. Tati avait rangé de manière très précautionneuse sa revue de presse, par exemple. Et c'est assez rigolo de voir les critiques, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, évoluer, et la perception de ces films dans le temps. Et sa revue de presse commence avant-guerre, où Tati est en fait un artiste de music-hall. Et ça, c'est très important, parce que et puis il a toujours défendu le cirque. Et il s'est toujours inscrit en artiste de music-hall. Et pour lui, un comédien devait savoir agir, et puis évidemment pratiquer une bonne gestuelle, c'est ce qui le caractérise aussi. Il sait utiliser ses jambes, il sait utiliser son corps, et il faisait beaucoup répéter les comédiens en les faisant répéter des mimiques. On voit souvent, on peut voir Tati dans des photos d'archives grimées en femme, quelquefois grimée en policier, et faire les gestes, vraiment répéter avec les comédiens. Donc on a toutes ces archives, et on trouve beaucoup d'informations précieuses, parce qu'en fait, quand quelqu'un travaille sur un auteur et qu'il n'a pas l'information précise, il faut pas qu'il invente des choses. Et souvent, il y a des journalistes qui inventent, et puis quelquefois même des gens qui écrivent des livres qui se disent bon, bah ça, pas besoin de le préciser. Et puis en fait, c'est dommage, parce qu'une fois que c'est inscrit, que c'est écrit, ça devient une référence. Et quelquefois, c'est pas toujours vrai. Alors, on est peut-être un peu tatillon, mais on essaie de faire en sorte que tout ce qui se raconte aujourd'hui, ou auprès des auteurs qu'on soutient pour des projets de livres, par exemple, on essaie de faire en sorte qu'il y ait une certaine véracité, qu'on soit sûr que tel plan a été tourné à tel endroit, que... Voilà, c'est un travail de recherche. Moi, je deviens dingue avec ça. J'ai un peu tendance à saouler les autres avec, mais pour moi, c'est tellement important qu'on puisse garder quelque chose de vrai. Et puis, il y a les archives privées de Tati, puisque, en fait, Sophie Tati-Chef, la fille de Tati, avait gardé précieusement plein de choses de son père. Et elle travaillait un petit peu dans... c'était pas facile de porter le nom de Tati Chef, enfin de Tati, quand on travaille dans le cinéma. Elle était monteuse sur les films de son père, sur Playtime notamment. Et son père l'aménageait pas beaucoup. Et elle a conservé tous les éléments en se disant qu'un jour il faudrait faire quelque chose avec. Et c'est grâce à son travail qu'aujourd'hui les ayants droit, Jérôme Deschamps et Macha Makayev, pour qui je travaille, ont réussi à regrouper tout ça. Et
puis on fait une action aussi pour faire en sorte que les films partent pas à l'étranger, ou parce que pendant un moment, ils étaient menacés, parce qu'il y a des coproducteurs, et les enfants de coproducteurs, ils se disent, on va pas s'emmerder avec un film de Tati, on revend ça au plus offrant, et on s'achète une piscine. Et donc, Jérôme Deschamps a dit, non, laissez pas partir ça dans une fiduciaire suisse, si on n'a pas le contrôle sur les films, on risque de faire n'importe quoi avec, autant pour leur restauration, leur préservation, etc., leur diffusion. Voilà, donc ce travail entrepris par Jérôme, Macha et Sophie pour créer la Société des films de mon oncle a permis en fait de sauver les films. Et puis petit à petit, après, on a racheté les films qui manquaient dans le catalogue. Et puis après, une œuvre est plus... on a la chance d'être producteur et d'avoir tous les films d'un même auteur. C'est très rare qu'un réalisateur ait tourné dans la même maison de production, ou à moins que ce soit sa propre maison de production. Et donc nous, on a regroupé tous les films. Pour des soucis juridiques, c'est plus facile, mais c'est aussi plus facile de montrer toute l'œuvre après. Je ne sais pas si c'est explicite tout ce que je raconte. Oui, si. Ce qui est important aussi, c'est de savoir que le succès que ça a pu avoir aussi aujourd'hui auprès des enfants, quand vous avez une projection, ouais. C'est ça. Moi, je trouve ça formidable, ça. Bah, c'est bien. Alors j'ai entendu tout à l'heure, il y a un monsieur qui avait fait une remarque un petit peu pessimiste. J'ai pas surenchéri en disant que les films de Tati barbent un peu les enfants. Peut-être que sur les collégiens, lycéens, c'est peut-être un peu plus difficile aujourd'hui, mais je désespère pas parce que souvent, quand on a l'occasion d'en parler, quand ces enfants sont allés voir les films en salle, après il reste quelque chose, et c'est ça le plus important, puisque après le spectateur est libre de revoir ou de s'y intéresser à nouveau. Mais alors chez les petits, quand on passe jour de fête dans une classe d'enfants de 5-6 ans, même mon oncle est quand même un film d'une heure, un peu plus d'1h45, et qui a un rythme très particulier. Chez les enfants en bas âge, ça marche super bien. Et la lecture des enfants passe aussi par le fait que y a beaucoup de gestuels, et puis l'énigme des films est à peu près nulle, mais ça raconte quand même énormément de choses, et c'est ça qui est intéressant, c'est tout ce que raconte Tati dans ce film. Il raconte énormément de choses sur notre attitude face à la modernité, l'architecture, tout ça, la vie en société, la vie à plusieurs. Et les enfants sont assez réceptifs à ça, ils comprennent quelquefois mieux que certains adultes. Merci, et merci à tous pour cette table ronde. Je crois qu'on doit s'arrêter puisqu'il y a une projection. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci. Je voulais remercier, puisqu'ils sont là, j'en profite, tous les invités bien sûr, Alain, d'autres parrains présents, mais il y a aussi Julien Cadillac, qui est un autre de nos parrains qui a organisé toute la captation de cette table ronde. Lisa Le Tonquer qui l'aide également aux caméras. De nouveau, les lycéens du Option Cinéma du lycée Sainte-Thérèse qui sont avec nous et qui sont coachés par Éric Rulia, qui est aussi... qui est intervenant auprès des élèves en option cinéma, mais qui est également acteur et qui n'a pas pu être là, mais qui les a briefés. Voilà, je remercie de nouveau Hugues Thermo pour être au son de la table ronde, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, merci. Vous voyez qu'il y a du soutien, il y a toute une organisation derrière, et c'est important de souligner que ces techniciens-là aussi participent à l'événement, et c'est aussi grâce à eux qu'on peut archiver, conserver, rediffuser tout ce qui se passe ici. Et c'est une grande chance. Donc merci à vous, merci à eux. Et à tout à l'heure.